et 1 euro de préjudice moral. Et à ce moment-là, soudainement, il y a des élections politiques en France, il y a un nouveau président de la République et le cours de la justice classique est écarté et on va saisir l'arbitrage et on va en réalité, probablement, l'enquête le dira, instrumentaliser cette procédure, qui est une procédure qui fonctionne, qui est une procédure qui est efficace, qui est une procédure qui est utile. On va l'instrumentaliser pour un règlement de compte probablement politique. Alors, pour vous qui êtes un spécialiste de la chose, quand vous voyez à un moment donné le cours de la justice ordinaire court-circuité, arrêté même par la procédure d'arbitrage, à ce moment-là, j'imagine que vous êtes déjà intéressé par l'affaire, pour vous, ça sent déjà le roussi? C'est suspect. C'est suspect parce que, si vous voulez, l'arbitrage, c'est une justice à part entière. Donc c'est soit la justice judiciaire, soit la justice arbitrale. Mais c'est pas d'abord la justice judiciaire, l'État est en train de gagner, puis tout d'un coup, on va basculer dans la justice arbitrale. Donc c'est déjà suspect. Ce qui explique les mises en garde de nombreux services à Bercy qui recommandaient de ne pas procéder à l'arbitrage? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toutes les personnes consultées, que ce soit les services internes de Bercy, que ce soit les avocats historiques de Bercy, du CDR, etc., tout le monde considère ce que je pense, juridiquement, c'est que le recours à l'arbitrage pour le CDR était illégal, contraire à la loi, contraire à un article du Code civil qui est l'article 2060. Donc, c'est inexplicable que malgré, à la fois, on peut dire, je me suis trompé, etc., je n'étais pas informé, mais il y avait des informations et ces informations étaient convergentes. Et d'ailleurs, certains demandent à ce moment-là à Christine Lagarde de saisir le Conseil d'État pour avis, pour lui demander son avis, et elle ne le fait pas. Donc l'ensemble des avis qui sont produits disent on ne peut pas aller à l'arbitrage. Et qu'est-ce qui va se passer? On va aller à l'arbitrage. Alors après, il y a plein de petites choses qui, enfin de petites ou de très grandes choses, en tout cas onéreuses. Il y a en effet ce préjudice moral qui n'est pas au début et qui apparaît à la fin avec cette somme évidemment qui a frappé absolument toute l'opinion. Il y a aussi dans le protocole le fait de se priver d'un quelconque recours ou de faire appel à la décision arbitrale. On a l'impression que tout là se verrouille. C'est exactement ça, tout est verrouillé, mais je dirais même que c'est une sorte d'inventaire de tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'arbitrage. Et qu'à différentes étapes de la procédure, il a été possible d'arrêter les frais. Et les frais, c'est peut-être l'expression consacrée en l'occurrence. À différentes étapes, c'était possible. Il fallait d'abord ne pas recourir. Une fois qu'on a été condamné à 403 millions, il fallait attaquer cette sentence. Quiconque raisonnablement constitué et condamné à 403 millions tente le recours. Bon, ici on décide de ne pas le faire, alors qu'en plus on a des notes antérieures qui disent que l'arbitrage est illégal, donc on a le moyen juridique du recours. Et puis surtout, et il y a un épisode qui à mon avis est insuffisamment souligné par la presse, mais qui me semble absolument déterminant, c'est ce qui va se passer 3 mois plus tard, c'est-à-dire que la chronologie est la suivante. La sentence est rendue le 7 juillet 2008. Le 28 juillet 2008, la ministre des Finances annonce qu'il n'est pas question de faire de recours contre cette sentence. Donc on accepte. Scandale, notamment les 45 millions de préjudice moral qui frappent l'opinion publique. L'Assemblée nationale et la Commission des finances de l'Assemblée nationale vont organiser un certain nombre d'auditions, dont la ministre d'ailleurs, en septembre 2008. Et 1 mois plus tard, alors que le scandale a éclaté, que la condamnation est là, le CDR et le cabinet du ministre apprend, et quand je dis le cabinet du ministre, ça figure dans le procès verbal, apprend qu'il y a des liens qui n'ont pas été révélés entre un des arbitres et l'avocat de Bernard Tapie, qui ont travaillé déjà plusieurs reprises ensemble. Oui. Au moins 4. Et à ce moment-là, si vous voulez, on est dans une configuration procédurale qui est intéressante parce qu'on est dans l'hypothèse d'une récusation. C'est-à-dire qu'on va récuser l'arbitre et donc on va tout arrêter et même on va rendre la sentence antérieure caduque. Et à ce moment-là, des professeurs de droit, cette fois-ci spécialistes d'arbitrage, sont consultés et vont dire oui, on peut récuser l'arbitre. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ne va pas récuser l'arbitre. Et non seulement on ne va pas récuser l'arbitre, on va donc accepter la condamnation. Et le pire, c'est que l'argument qui aurait pu être invoqué aujourd'hui comme un élément de fraude de l'arbitrage ne peut plus l'être parce qu'il est considéré comme ayant été consolidé à cette époque-là par le fait qu'une action n'a pas été intentée. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc voilà. Ça veut dire que sur la mise en doute de l'impartialité d'au moins un des 3 arbitres, j'allais dire 1,5, parce qu'il y a aussi des doutes sur la connivence politique de Maître Bredin avec Bernard Tapie, puisqu'ils ont siégé ensemble dans les mêmes instances d'un parti politique. Mais... Et je crois pas. Hein. Je crois qu'ils ont été dans le même parti, mais à 15 ans d'écart. Donc, et puis Jean-Denis Bredin n'est pas seulement un avocat, c'est un professeur de droit. Et pour le coup, des 3, c'est le seul vrai spécialiste de l'arbitrage. On a aussi pris des arbitres qui ne connaissaient rien à l'arbitrage, à l'exception de Jean-Denis Bredin. Et les 3 ont une moyenne d'âge de 78 ans. Mais ça, par exemple, cet argument-là, concernant l'un des 3
3 arbitres ne peut plus être, ça ne peut plus être pris en compte aujourd'hui. C'est ce que vous nous dites. Voilà, ça a été purgé en quelque sorte, mais il ne faut quand même pas négliger qu'il y a 3 instructions qui sont en cours, que ces instructions sont quand même des machines à faire émerger des faits nouveaux, et que s'il y a des faits nouveaux, et j'ai de bonnes raisons de penser qu'il y a des faits nouveaux dans le dossier, à ce moment-là, on pourrait, avec ces nouveaux faits nouveaux, en quelque sorte, intenter un recours en révision contre la sentence. C'est-à-dire, pour être clair, les recours classiques sont terminés, mais si on découvre quelque chose postérieur à la quelque chose qui étairait le soupçon d'une fraude, notamment. Qui peut concerner un des arbitres ou autre chose, mais qui montre que l'arbitrage n'a pas été rendu dans les conditions où l'on croit qu'il a été rendu. On attend d'une minute à l'autre, d'ailleurs vous le verrez peut-être à l'image, la sortie de Christine Lagarde. Peut-être d'ailleurs on n'en saura pas tout aujourd'hui, parce qu'il était possible que l'audition s'étale sur 2 jours. Sans vous demander un pronostic, vous qui connaissez bien ce dossier, elle risque de ressortir plutôt comme témoin assisté ou plutôt comme mise en examen? Il est très difficile pour moi de me prononcer sur ce point. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on observe quand même depuis 48 heures que ce dossier devient une sorte de mistigris entre les différents protagonistes, entre Claude Guéant, entre Stéphane Richard, entre François Pérolle, secrétaire général adjoint de l'Élysée, entre Rocky, le président du CDR, etc. On a un peu l'impression qu'on est en train de se passer la patate chaude. Ça veut dire que les choses sont quand même en train de s'inverser, qu'il va y avoir probablement des révélations et que, oui, les heures qui viennent vont être lourdes. Et je pense qu'on va en savoir plus sur le dossier parce que chacun de ces protagonistes encourt des peines très lourdes. Christine Lagarde, c'est quand même 10 ans de prison. Alors, pour répondre à votre question que vous ne m'avez pas posée, c'est-à-dire de savoir, en gros... Donc, elle sera extrêmement bien formulée par vous-même. Excusez-moi. Non, mais c'est normal, je l'ai cherché. Non, de savoir, au fond, ce qu'elle risque sur le plan à la fois pénal et puis du FMI. Est-ce qu'on peut considérer que le fait qu'elle soit témoin assisté demain soir, parce que probablement ça sera demain soir, où elle nous promet une déclaration en anglais d'ailleurs, ou qu'elle soit mise en examen, peut obérer son avenir au FMI? Je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit que le FMI lui-même a, après les épisodes que l'on sait, durci les conditions d'intégrité, de probité du directeur général. Et ces conditions font qu'il faut non seulement être totalement intègre, mais il faut apparaître comme tel. Donc au fond, la question du statut judiciaire, témoin assisté ou mis en examen, compte à mon avis moins que les chefs de poursuite qui, eux, demeureront et qui sont extrêmement lourds, je les rappelle, complicité pour détournement de biens publics et faux en écriture publique par simulation d'actes. Alors vous avez mentionné les noms de Claude Guéant, de Stéphane Richard qui était le directeur de cabinet de Christine Lagarde à l'époque, d'un conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Il semble que, puisqu'après on l'a su, dans l'agenda de Bernard Tapie, on a vu quand même des allers-retours extrêmement fréquents à l'Élysée dans des dates qui correspondent aux avancées de ce dossier-là. Ce qui est plausible, c'est quoi? C'est que l'affaire ait été traitée, j'allais dire, parallèlement par des conseillers de l'Élysée et notamment par Claude Guéant? Je crois qu'aujourd'hui, Claude Guéant, qui est dans la nage judiciaire, est peut-être sur le point de porter un chapeau peut-être trop large. Mais c'est sûr qu'on sait qu'il était à la manœuvre, que le président du CDR, M. Rocky, était un intime. Donc est-ce que le canal d'information est passé de Guéant à Rocky ou est-ce qu'il est passé de Pérolle à Richard? Ça, l'enquête le montrera. Mais j'observe avec attention les dernières déclarations de Stéphane Richard qui dit qu'il est prêt à se porter lui-même partie civile. Je pense que c'est important parce que Stéphane Richard, c'est lui qui est au tout début, avant même Christine Lagarde avec Borloo, l'ancien avocat de Bernard Tapie, c'est aussi invraisemblable. Et je pense que si Stéphane Richard nous dit aujourd'hui que d'abord c'est une décision qu'il ne reprendrait pas et qu'en plus c'est une décision politique, je vous dis, là il y a un jeu de mistigris qui est en cours et à mon avis il va y avoir un momentum dans ce dossier, c'est entre Christine Lagarde et Stéphane Richard, qui a donné le dossier à qui, sachant que probablement, en dépit d'une défense que pour ma part j'ai du mal à comprendre, la défense de Christine Lagarde, je ne comprends pas, je trouve qu'elle oscille entre désinvolture et obséquiosité en quelque sorte, et ce qui explique peut-être qu'elle avait 2 jours d'audition devant la CJR à l'égard des magistrats. En dépit de cette défense un peu étrange, il est vraisemblable que les ordres soient venus de l'Élysée. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, c'est une hypothèse de travail pour les juges d'instruction. Alors, finalement, quand on ramassera l'ensemble de cette histoire, il y a un vrai paradoxe, parce que
au démarrage, il y a bien un vrai préjudice que Bernard Tapie a subi du Crédit Lyonnais. Et à l'arrivée, il y a cette affaire qui... Je ne suis pas certain de ce que vous dites. Je pense que le dossier, au fond, est très compliqué. Le dossier Crédit Lyonnais, Bernard Tapie, Adidas, est très compliqué. Il y a le sentiment que vous évoquez là, c'est un sentiment qui est largement répandu. C'est-à-dire, finalement, Bernard Tapie s'est fait avoir, peu importe de quelle manière il va récupérer ses billes. Je pense que ça fait partie d'une opération de mystification dans un dossier extrêmement compliqué et qu'il n'est pas du tout certain quand on regarde, mais moi je ne me suis jamais prononcé sur le fond du dossier, quand on regarde le fond du dossier que Bernard Tapie ait été à ce point-là floué par le Crédit Lyonnais. Je pense que les choses sont beaucoup plus subtiles. Eh bien vous savez quoi, vous reviendrez nous expliquer la première part du dossier parce que c'est un régal de dialoguer avec vous, de vous entendre. Merci infiniment de ces éclaircissements. On enchaîne avec C'est l'actu et on s'arrêtera évidemment s'il y a quoi que ce soit de nouveau concernant Christine Lagarde.